Bonjour à tous, bonjour Yvan. Bonjour, Muriel. Bienvenue dans ma alors je dis ma petite émission, mais c'est une émission qui me tient à cœur sur YouTube, ça s'appelle Les Chemins de l'Abondance. Mmh. Alors juste, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Muriel et actuellement j'accompagne, des personnes, sur la thématique des mémoires cellulaires et au cours de mes rencontres, de mes pérégrinations, je rencontre des gens que je trouve extrêmement intéressants et j'ai envie de partager un moment avec eux et notamment aujourd'hui Yvan Colichon qui est coach de vie à Bordeaux et avec qui j'ai eu envie de prendre ce moment pour discuter ensemble. Alors déjà de ce que tu fais Yvan, de ce que tu proposes, de qui tu accompagnes et aussi moi ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un petit peu ton point de vue sur, qu'est-ce que c'est que pour toi l'abondance? Ça va être dans, une deuxième partie de l'émission. J'ai adoré le moment qu'on a passé ensemble, voilà, on s'est rencontrés juste pour expliquer, on s'est rencontrés sur Instagram et j'ai beaucoup apprécié nos échanges et je t'avoue que, je rencontre, enfin, j'accompagne, mais je rencontre aussi des hommes. Mais toi, il y a un truc chez toi qui m'a donné envie vraiment de te mettre en avant, de passer ce moment avec toi, ici sur l'émission C'est réciproque, et tant merci Yvan. Alors et juste pour la petite histoire, on est tous les 2 balances. balance effectivement, oui, oui. Et on a tous des origines, enfin, on a tous des origines de l'océan Indien parce que moi je suis de La Réunion et Yvan a Et des origines qui sont mon tu as des papa origines, est mon papa est mauricien, ouais, effectivement. voilà, d'origine mauricienne. Donc tu vois, on est un peu cousins. Bon, parfait. Alors Yvan, hem, pour commencer, donc actuellement tu es coach de vie, mais je pense, je me doute que tu n'as pas toujours fait ça. Je Est-ce que doute tu peux bien, nous effectivement. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant de devenir Bien coach de sûr. vie? Bien sûr, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation et je te retourne le compliment. Effectivement, la rencontre a été aussi, importante pour moi. Donc, voilà, c'est fait partie des choses de la vie, des hasards qui, n'en sont pas. Alors, effectivement, j'ai pas été coach, toute ma vie. Pour l'expérience, on va dire, précédente, récente, en fait, j'ai été correcteur, orthographique. Donc je corrigeais des magazines, je corrigeais des journaux, corriger, voilà, des flyers, en tout cas toute plaquette ou présentation d'entreprise ou même, d'étudiants aussi. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait pendant 5 ans. Voilà, faut savoir que j'ai toujours tourné autour de la rédaction parce qu'avant ça, j'étais aussi dans la publicité en tant que concepteur-rédacteur. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours baigné autour des mots, j'ai toujours adoré ça. Mes parents étaient ravis puisque dès l'âge de 14 ans, je commandais des dictionnaires à Noël, donc tu vois? Donc je crois qu'ils se sont dit: «Mais à qui on a affaire?» Et ben voilà, je me pose la question encore aujourd'hui, mais voilà, donc j'ai baigné dans les mots, je suis vraiment ravi de ça et en fait, cette expérience, à la fois de rédacteur, correcteur et même dans la publicité, ça me sert beaucoup aujourd'hui, dans le coaching de vie et donc je suis arrivé donc, à ce mét dans ce métier-là, à la suite d'un bilan de compétences et c'est marrant Mmh. parce que les bilans de compétences, moi, j'en avais pas une super idée, j'avais pas une très bonne impression, un peu l'équivalent des CPE de collège, enfin, tu vois? C'était pas vraiment genre, très pro, c'était plus généraliste donc mais j'ai eu une chance énorme de tomber là aussi sur une, personne exceptionnelle, une femme, qui s'appelle Nabila et qui, m'a vraiment pour le coup accompagné du début à la Mmh. et en fait qui m'a fait comprendre que j'avais certaines qualités que je n'osais pas mettre en avant et que, certaines de ces qualités allaient très bien dans certains métiers. Donc bien sûr, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu des essais sur certains métiers, puis d'un coup elle parle de métier de l'accompagnement. Et avant d'arriver à celui de coach, il y a eu pas mal de choses, hein, comme biographe hospitalier aussi, sur lequel je me suis renseigné, voilà et en fait, on est arrivé au métier de coach. Vas-y, dis-moi? Alors, c'est quoi biographe hospitalier? Ouais, alors c'est quoi? Bah, tu vois, je connaissais pas non plus, tu vois? Biographe hospitalier, c'est un métier qui est formidable quand je l'ai découvert. En fait, ce sont des gens qui vont, dans les hôpitaux et qui en fait, vont, voir les personnes qui, sont sur le point de mourir suite à une maladie ou Ah! autre chose et en D'accord. fait qui leur proposent d'écrire leur histoire, de raconter leur histoire. À la fois pour eux et aussi à la fois pour la famille et en fait, j'ai trouvé ce métier formidable, vraiment très noble et très beau, puisqu'il y a vraiment une double utilité, c'est-à-dire à la fois à la personne, qui va quitter cette vie, de
d'avoir un dernier regard sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle a fait, de se dire: «Bah, finalement ou pas d'ailleurs, j'ai fait des très belles choses», de remettre, certains souvenirs au goût du jour, heu, Mmh. donc voilà, c'est vraiment des très, très belles choses et puis pour la famille, le jour où la personne partira, bah, pour la famille d'avoir un très beau document, un très beau livre, avec un témoignage qui est authentique, unique et qui est, voilà très personnel. Donc j'ai trouvé ce métier très Waouh! beau. C'est vrai que malheureusement, c'est pas un métier qui est très développé, qui est pas très financé et donc effectivement, moi, dans mon parcours de vie, j'avais aussi besoin, j'avais cette contrainte de financière, donc je suis pas allé au bout. Mais en tout cas, je suis arrivé sur le métier de coach et en fait, après j'ai fait des enquêtes métiers via, LinkedIn et ça a coché un peu, pas mal de cases, qui ont résonné en moi, et je me suis lancé, voilà. Je me suis formé dans une école ici à Bordeaux et je me suis formé et puis en fait, dans la formation, j'ai tout adoré. J'ai adoré ce métier Mmh. et voilà, on va en parler par la suite, de tous les détails, mais voilà comment je suis arrivé effectivement au métier de coach de vie, Waouh et tu est-ce que c'est un moment enfin, ça a été un moment de transition du coup? bien sûr. Est-ce que tu as traversé, bah, comme tout moment de transition, est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu c'est j'imagine que c'est un moment très compliqué. Comment tu as vécu cette transition? Émotionnellement, peut-être aussi personnellement, tu vois? Ouais. C'est une question intéressante puisque effectivement, qui dit transition dit la plupart du temps, j'imagine, un saut un peu dans l'inconnu et qui dit inconnu, bah, c'est vrai que, bah, c'est pas maîtrisé, donc on ne sait pas trop vers où on va. Voilà, on lâche des choses et on va vers quelque chose un peu une page blanche, on ne sait pas trop où on va. Donc oui, bien sûr que ça n'a pas été évident. J'ai eu la chance encore une fois de tomber sur une personne exceptionnelle pour le bilan de compétences, qui m'a vraiment, vraiment accompagné, j'insiste là-dessus et j'ai la chance aussi d'être accompagné dans ma vie personnelle par quelqu'un. Mmh. Donc oui, la transition a été plus douce, grâce à un socle, notamment familial qui est solide et à ma femme qui était, exceptionnelle pour à ce moment-là, dans ce moment de transition. Et oui, la transition, elle a été difficile puisque voilà, moi aujourd'hui j'ai 43 ans. C'est arrivé tout ça, tout ce que je raconte, c'est arrivé aux alentours de 40 ans et voilà, bien sûr ça représentait un peu, pas la crise de la quarantaine, mais tu vois, ces questions qu'on se pose autour de la quarantaine, de qu'est où je vais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que je vais sur le bon chemin? Donc, il y avait toutes ces questions qui sont Mmh. inconfortables. Hem, donc oui, ça s'est pas fait de manière très agréable de bout en bout, mais c'est vrai qu'il y avait une partie de moi et ça, je l'explique pas, si ce n'est par, et je pense qu'on en parlera sur la seconde partie, sur le thème de l'abondance, mais il y avait une sorte de fluidité, ce que j'appelle un peu une autoroute, ce Ouais, choix. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'évidence qui fait que, bah, la transition, encore une fois, elle était beaucoup plus fluide que, s'il y avait eu beaucoup, beaucoup de freins. ouais, OK. Voilà, mais oui, j'ai traversé des moments de doute, parce que dans notre société, parce que, bah, il y a une contrainte financière, hein, faut pas voilà, faut pas Mmh. l'omettre, mais il y a une contrainte financière qui est importante. Je suis papa d'un enfant, donc il y a beaucoup de frais autour de tout ça. Ouais, C'est vrai que quand l'un des 2 partenaires dans un couple, bah, se lance dans une nouvelle aventure, ça veut dire concrètement que oui, il y aura pas de rentrée d'argent, immédiate, qu'il faut adapter, bah, l'équilibre familial, qu'on doit faire des sacrifices, des concessions, que la vie sera pas aussi facile qu'avant. Bien sûr, c'est temporaire, mais le temporaire, là aussi, on n'a pas un ordre d'idée très précis. Ça peut être, alors on a un peu, comme ça une idée qui est de dire, pour se lancer, il faut entre 3 et 5 ans avant d'en vivre, dans des métiers un peu comme les nôtres. Le temps de se faire sa clientèle, voilà, de développer son offre. C'est long 3 à 5 ans. C'est-à-dire c'est une grosse transition. Il y a la transition de: je pose mes premières questions, est-ce que je veux rester correcteur? Sinon, je vais vers quoi? Bilan de compétences, ça m'attire vers ce métier. OK, ce métier, alors au niveau de Bordeaux, c'en est où? Au niveau du marché? Est-ce que c'est bouché? Est-ce que c'est un métier qui est bien vu, qui est en vogue? Voilà, il y a plusieurs étapes de questionnement qui font que la transition, il y a plusieurs phases de transition. Cette phase-là, ensuite on se lance et quand on se lance effectivement, on est ravi, on apprend des choses, on est un peu galvanisé par toute cette nouvelle dynamique, mais il y a les contraintes du quotidien, les contraintes concrètes qui font que, comment dire?
on ratterrit très vite de notre petit nuage. Ouais, Voilà, quand on se forme, on est content, on se pense qu'une fois que qu'on aura fini la formation, qu'une fois qu'on aura fait son site et bah, tout le monde sera ravi de nous avoir en tant que coach, mais en fait, on est invisible au début. Donc faut se faire connaître, il y a beaucoup d'étapes, pour se faire connaître, voilà, pour développer son offre. Mais voilà, donc la transition pour moi, elle est multi-étapes, il y a plusieurs phases dans sa vie, et c'est vrai qu'il faut de l'endurance. Ça demande beaucoup d'endurance, ça demande, une force intérieure, certaine, pour ne pas effectivement craquer. Ça demande beaucoup d'humilité. J'ai dû reprendre un travail alimentaire pour pouvoir, tu vois, un peu trouver ouais. l'équilibre entre mes aspirations et mes contraintes. Et c'est pas évident non plus à l'âge que j'ai de se dire de retrouver un travail alimentaire qui est, habituellement, on va dire, consacré plutôt aux jeunes étudiants. Voilà, donc la transition, c'est pas juste je passe d'un métier à un autre, c'est tout ça. C'est accepter pas mal de choses, ouais. Ouais, c'est super important et c'est très intéressant ce que tu dis parce que, on a l'impression, tu vois, que quand on opère une transition, on a l'impression qu'on sait quand est-ce que ça commence et on sait à peu près, en tout cas, on a une idée de quand est-ce qu'on aimerait que ça s'arrête, tu vois? Et on se rend pas compte que, comme tu dis, il y a différentes étapes dans cette transition et elle peut durer longtemps, tu vois? Tu dis 3 à 5 ans, c'est long 3 à 5 ans. On s'imagine pas et souvent ce sont des, comment dire ça? Ce sont des choses que beaucoup parviennent aussi à envisager et c'est un gros frein à l'idée de se lancer. Mais, je trouve que c'est la je vais dire la description la plus j'allais dire la plus honnête, la plus explicite d'ailleurs, de cette idée, de cette phase de transition quand tu changes littéralement de métier et de vie. Tu as abordé le côté effectivement pas que professionnel, tu as suivi tes aspirations, mais effectivement c'est beaucoup plus serein. On avance entre guillemets «plus sereinement» quand on est soutenu, bien évidemment, bon professionnellement, par cette, voilà, cette dame qui t'a accompagné, mais aussi familialement parlant. Et oui, il y a tout un tas de choses qui se redessinent, mais pas qu'à l'intérieur de toi, aussi dans ta vie, en fait. Et ouais, quand tu dis que faut être endurant, on se rend pas compte, en fait, de ce que ça représente et de parfois des concessions, comme tu dis, des compromis. Je dirais pas compromission, mais tu vois, le fait de devoir reprendre temporairement un métier alimentaire, fois enfin, on peut pas faire comment dire? On peut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que quand on a besoin de vivre, il faut continuer. Parce que tu avais toujours cette idée, au bout de l'autoroute, en vrai. Ouais, effectivement. Mmh. Et c'est vrai que ceux qui, font ce choix, alors, au début, on est un peu naïf. Moi, j'étais naïf au début, mais comme beaucoup de ceux de ma promotion, c'est-à-dire qu'on se dit vraiment, j'insiste là-dessus, hein, parce que je m'en souviens très bien de cet état d'esprit qui était vraiment sur cette dynamique nouvelle, très fraîche. Je me lance, vers un nouveau métier, ça va être génial, j'ai tant à apporter, j'ai tant à apprendre, j'ai hâte d'avoir mes clients et puis en fait, bah, on se dit encore une fois, j'insiste, oui, oui, j'aurai mon diplôme, j'aurai mon site et ça va aller tout seul. Mais pas du tout. On n'a Pas même du pas tout. fait 1 du travail, Mmh. vraiment. Et je sais que pour ceux qui nous écoutent, et il y en a sûrement qui vont peut-être qui ont cet objectif de vouloir changer de métier. Mon intervention effectivement ici avec toi, elle est pas de casser un peu les aspirations, mais c'est de Ouais, ouais. dire ce qu'est la réalité. Parce que Mmh. moi, je sais que j'aurais bien voulu entendre à l'époque, durant ma formation, ce par quoi j'allais passer. Alors c'est pas précis, genre une obligation de passer par là, mais l'endurance, la difficulté et ce que ça allait entraîner, comme tu le disais, niveau pro, niveau perso. Bien sûr que le couple est impacté, bien sûr que la famille est impactée, bien sûr que la vie quotidienne est impactée. Chacun, a son, contexte social. Il y en a qui vont, partir d'un certain point, d'autres d'un autre, mais il n'empêche que cette décision, oui, elle a un impact et qu'il faut en être conscient. D'accord. Qui Tu es coach de vie, mais tu t'adresses à qui? Qui est ton cœur de cible, en fait?
Je sais pas si ça se dit comme ça, mais quel est ton cœur de cible plutôt? On peut se dire comme ça. C'est une question qu'on peut poser à n'importe quel entrepreneur, hein, définir son marché, son cœur de cible, tout ça. J'ai toujours trouvé très difficile de répondre à cette question, notamment quand tu sors de formation. Pour moi, quand tu sors de formation, tu as un peu le bac. C'est-à-dire, c'est très Mmh. généraliste et du coup, quand on te demande, bah, c'est qui ta cible, sur quel sujet tu veux travailler, parce qu'effectivement ça, c'est aussi une clé qui est très importante et que j'ai découvert sur le tas, c'est que, heu, potentiels clients, les prospects, ils cherchent quelqu'un par rapport à une problématique. Donc, bah, quand on sort du bac ou quand on sort de cette formation un peu généraliste, on est un peu formé sur tout, mais c'est aussi à nous, par rapport à notre histoire, par rapport à nos propres aspirations, voilà, de choisir quel sujet. Moi, à titre perso, dès le départ, ça a été le deuil, ça a été l'anxiété et ça a été la paternité. D'accord. Et il y a quelque chose qui a été, formulé pendant la formation par un animateur qui, je m'en rappelle très bien, qui disait: «Vous allez voir, vous allez attirer naturellement des gens qui seront votre cœur de cible», et je m'attendais pas à recevoir les gens que j'ai reçus, les premiers mois. J'ai reçu que des jeunes femmes entre, entre 22 et 30 ans, on va dire, que des jeunes femmes, entre 22 et 30 ans sur des sujets, on va dire, généralement sur l'anxiété, hem, mais vraiment, voilà, l'entrée, c'était l'anxiété, mais quand on fouillait un petit peu, tout de suite, ça allait sur des sujets très, très perso, très intimes. Mmh. Donc, si tu me demandes mon cœur de cible, l'expérience fait que je te réponds, des jeunes femmes entre 22 et 30 ans. Aujourd'hui, après quelques mois et quelques années d'expérience, c'est aussi une volonté de ma part, de faire évoluer mon offre, et c'est même une obligation de toujours faire évoluer son offre parce que j'évolue moi-même. Ouais. Et du coup, j'attire un peu plus des hommes, et des hommes un peu plus mûrs, on va dire entre 35 et 45 ans. En revanche, sur les sujets abordés, qui étaient, je rappelle, moi, sur le deuil, l'anxiété, la paternité, bah, finalement, j'ai naturellement, on va dire que j'ai gardé que l'anxiété, et encore, je dirais que c'est pas forcément le bon terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de mes séances, de mon approche, qui a pas été pensé, mais naturellement, c'est venu comme ça, qui est de, et je vais être très honnête, hein, je l'ai pas encore vraiment formulé, officiellement, qui a un peu de comment découvrir sa vraie vérité, en tout cas, comment s'en approcher en enlevant les différentes couches qu'on a accumulées de son enfance, de son éducation, de son contexte social, de ses des événements de sa vie, voilà, et de sa culture. Voilà, c'est comment Ouais. j'enlève un peu tout ça pour savoir finalement qui je suis pour prendre mes propres décisions et pas des décisions qui sont basées sur, bah, sur, oui, sur un résultat de qui je suis, c'est-à-dire un résultat, encore une fois, de, mon éducation, du contexte social. Et ça, c'est intéressant parce que les gens qui viennent me voir, encore une fois, pour un problème d'anxiété, de confiance en soi ou de prise de parole en public, bah, finalement, avec cette approche, comprennent que, bah, elles étaient pas forcément très bien dans leur vie parce qu'en fait, elles étaient pas drivées par leur propre, identité, par leur propre choix. Donc c'est ça qui est intéressant, et là, aujourd'hui, je suis en train de travailler un peu sur ça, sur comment formuler cette approche-là. Je l'ai pas encore, mais j'ai l'essence du truc, mais c'est vrai Ouais. que, voilà, l'expérience fait que j'ai ce genre de problématique, de cible, qui évolue. Mmh. Ouais. Ça f En fait, on fait un peu la même chose. Bon, ça n'a pas la même dénomination, mais au final, chacun à notre façon, on aide les gens à retirer les pelures d'oignon pour retrouver le cœur. Exactement. Pour retrouver son identité. Mais c'est vrai, en fait, faire des choix, aider à enfin, pas aider à faire des choix, mais aider à se retrouver, à retrouver sa véritable, vérité, à retrouver, pardon, sa vérité, sa véritable identité, pour faire des choix depuis un espace de liberté, en fait, et pas de conditionnement, de projection et d'attente qu'on porte, et voilà, et ou qu'on fait porter aussi aux autres aussi parfois. Oui, et alors C'est su je Ouais. précise juste la pensée, effectivement, c'est pour ça que j'ai nuancé, c'est-à-dire que peut-être qu'on pourra en échanger là-dessus. Je n'ai pas la prétention ou la présomption de dire: «Avec moi, vous allez toucher votre vérité», parce que Oui, finalement, il y aura toujours des couches. bien Parce sûr, que, ouais. pour vraiment enlever toutes les couches, il faudrait se retirer de la société, vivre en ermite et pendant des années, mais ça, c'est pas possible parce qu'on
parce que même on a redécouvert aussi le transgénérationnel, parce que, donc voilà, en fait, Ouais. même en naissant, on porte déjà des choses, donc c'est Mmh. compliqué de retirer toutes les couches. Mais en revanche, s'en approcher un maximum pour, on va dire, enlever les couches qui sont vraiment, qui ne nous appartiennent pas, quoi, qui sont le Ouais. résultat, encore une fois, de projections du couple parental, de ce qu'on a vécu, et voilà. Il y a des choses qu'on garde, bien sûr, il y a des choses qu'on adore de notre éducation, il y a des choses, des valeurs, voilà, c'est très bien. Mais il y a des choses, quand on devient adulte, où on se dit: «Bah, finalement, est-ce que ça me va? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que» voilà. Donc mais oui, bien sûr, l'image de l'oignon est très intéressante, mais c'est ça, c'est des strates, et j'imagine que dans ton activité, tu le vois, il y a rien de plus, satisfaisant, même jouissif, de voir quelqu'un qui, tout à coup, a enlevé une couche, s'en rend compte, Ouais. et de voir, en fait, dans ses yeux et dans son énergie qu'il y a un truc nouveau, quoi. Ça, c'est, Ouais. heu, ça, c'est incroyable. C'est vrai que c'est ça chez moi, je trouve ça extraordinaire quand, pendant longtemps, quelqu'un n'a pas osé faire quelque chose ou n'a pas osé prendre un chemin parce que, alors moi je travaille beaucoup sur des j'allais dire des couches inconscientes, hem et que, après au bout d'un certain temps, au bout de voilà, dans son cheminement, elle arrive à dépasser et à franchir ce pas, franchir ce palier qui est le sien. Et quand je reçois un message qui me dit: «Ben, voilà, je suis» alors je pensais pas que enfin, je pensais que c'était très difficile, ça ne l'a pas été autant que je le pensais, mais surtout, en fait, j'avance une sorte enfin, avec de la paix, enfin, un sentiment de paix à l'intérieur de moi. Moi, je trouve ça génial. Donc Ouais, ouais. ça me fait du bien de savoir que je participe à ça. C'est pas de mon fait, parce que la personne, quand elle vient te voir toi, c'est qu'il y a un processus qui est déjà déclenché. Quand on va voir quelqu'un pour se faire accompagner, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà en train de se mettre en route. Après, on a le choix de poursuivre ou de pas poursuivre, enfin, ça nous appartient. Mais quand tu accompagnes, je trouve que c'est vraiment un beau chemin et c'est une belle image, tu vois? Ouais, Et effectivement. à ce propos, je voulais te demander, hem, quelle est la partie la plus, qu'est-ce qui est vraiment très challengeant pour toi dans ce métier? Alors, si on parle de tous les pans de ce métier, le plus challengeant, c'est effectivement se faire connaître. C'est clairement pas une de mes qualités, 1. Se faire connaître, se montrer sur les réseaux. Moi, je l'avoue totalement, les réseaux, je suis pas à l'aise avec ça. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas né avec, ou est-ce que parce que il y a quelque chose de profond dans les réseaux que je n'aime pas trop? En tout cas, donc je suis pas à l'aise avec ça, donc j'arrive pas à m'exprimer là-dessus. Donc pour moi, ça demande beaucoup d'efforts, pour, essayer, tenter de me faire connaître là-dessus. Ce qui est challengeant aussi, bah, je le répète, hein, c'est de se lancer dans ce métier-là, de se dire que c'est jamais acquis. C'est-à-dire, avant que ça, pas que ça tourne tout seul, mais qu'on se fasse une réputation, au niveau de la ville ou Mmh. autre, bah, effectivement, il faut beaucoup d'expérience, faut beaucoup de bouche à oreille, donc ça, c'est pareil, c'est de l'endurance, donc il faut être costaud là-dessus, c'est challengeant. Surtout que moi, j'étais plus un sprinter qu'un endurant, donc genre, même physiquement en athlétisme, hein, je suis beaucoup plus un sprinter qu'un endurant, donc c'est marrant comme quoi mon choix vient faire écho à quelque chose d'important pour moi, mais c'est comme si c'était une opportunité, justement, de dépasser ça. C'est intéressant comme les occasions dans la vie, finalement, on peut les voir, genre, quand c'est lourd et triste, on a le droit, et c'est légitime, de dire: «Putain, c'est lourd et triste, waouh, j'en prends plein la tronche». Mais finalement, si on fait un pas de côté, et avec, tu dois faire ça avec tes clients aussi, mais les miens aussi, c'est pareil. Finalement, ce que je leur apprends, c'est faire parfois, quand c'est trop lourd, de faire ce pas de côté, de changer de Ouais. prisme, de perception, et tout à coup, c'est différent. Bah, là, c'est pareil, c'est-à-dire que finalement, ce qui m'arrive, cet événement, cette situation, j'ai le choix aussi de faire un pas de côté et de le voir différemment. OK, c'est difficile, oui, oui, et puis il faut l'exprimer, c'est difficile, c'est important de le Mmh. considérer. Mais tiens, si je le voyais autrement, si ça me permettait de faire une bascule et d'arrêter de dire que finalement, ouais, je ne suis qu'un sprinter et pas un endurant. Mais moi, ce Ouais. que j'ai vécu depuis plusieurs années là, bah si, en fait, je suis endurant, et c'est intéressant comme quoi, tu vois, bah, on avait des on avait une impression, une image, des certitudes de soi,
en fait, qu'est-ce qu'une certitude et finalement sur quoi on se base quoi, tu vois? Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là qui me vient en tête. La différence entre et tu verras, tous les fumeurs te diront: «Je suis fumeur». Pas je fume ou voilà, c'est «je Ouais, suis ouais, ouais. fumeur», genre c'est mon identité. Bah non, Ouais. tu pas non, tu juste tu fumes en fait Mmh. et tu n'es pas la cigarette. Bah, c'est pareil pour, voilà, globalement pour les choses, c'est que quand on est enfant, bah, peut-être maladroitement, les parents répètent des choses: «Oui, lui, c'est un timide, avec les gens, il est timide», mais on grandit avec cette idée-là et puis, Ouais. bah, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard: «Mais oui, je suis un timide moi», mais en fait non, ça se déconstruit. Ça se déconstruit donc il y a une part de non-maîtrise, ça c'est clair. On ne maîtrise pas les événements qu'on a vécus dans sa vie, on ne maîtrise pas l'éducation de ses parents. Mais en revanche, il y a une, et ça j'ai découvert assez tard, enfin avec ce métier. En revanche, il y a une part de responsabilité sur: «J'en fais quoi avec ça si ça me dérange?» Mais j'insiste parce que je veux vraiment me démarquer de tous ceux qui font ce métier de coach de vie et qui est décrié et enfin, je participe à ça, c'est-à-dire à décrier on va dire ces extrêmes-là, de promesses, de fausses promesses et des promesses Mmh. qui sont vraiment flamboyantes, spectaculaires. Ouais. Des soi-disant coachs sur Insta qui te disent: «Avec moi en 3 jours, tu vas devenir, la meilleure version de toi-même. Avec moi sur l'accompagnement qui est à 3 000 €, tu vas découvrir l'amour. Avec moi, tu vas avoir ta promotion». C'est clairement pas si facile que ça et ça, vraiment ça gâche totalement, l'essence même de notre métier que j'ai appris à découvrir et de toute façon, je te l'ai dit à notre rencontre, à la base, je détestais mon métier. Le métier que je fais, je faisais partie de ceux qui détestaient ce métier, d'accompagner, les gens comme s'ils étaient des assistés. Mais en fait, il y a des coachs qui font ça vraiment. Il y a des coachs qui ne s'investissent pas et puis, en fait, j'ai découvert ce métier comme quoi on pouvait vraiment bien le faire avec, toutes les connaissances et les études, et toutes les richesses, qu'on a, sur le métier, bref, sur la neuroscience, enfin, la PNL, l'hypnose, tout ça Ouais. est englobé dans le coaching, mais on peut vraiment bien faire ce métier, on peut vraiment très bien accompagner les gens et on peut surtout rester à sa place de coach qui est vraiment un quelqu'un qui accompagne. On ne prend pas les décisions à la place des gens. On ne les conseille pas, ça c'est vraiment Ouais. interdit, on ne donne pas de conseils parce qu'un conseil, c'est forcément orienté et c'est forcément un peu de nous dans la vie de l'autre et ça, c'est l'autre, il vient pas pour ça. On n'est pas un ami peut donner un conseil, mais nous, on n'est pas là pour ça. Donc il y a une sorte de position à la fois investie mais neutre qui fait que, voilà, on accompagne la personne et quand on accompagne, c'est pas juste dans les séances. C'est Ouais. vraiment du 1er contact et vraiment jusqu'à après même le coaching. C'est-à-dire que moi, je fais des points à 6 mois, à 8 mois, à 1 an Ouais. pour savoir comment ça se passe. Est-ce que la personne a réussi à travailler son autonomie? Mais mais voilà, donc le métier de coach est riche. Le métier de coach et c'est une part du métier aussi fait que et dans d'autres métiers aussi, bah, il est aussi malheureusement investi par des personnes qui ne sont pas formées, des personnes qui, Ouais, beaucoup, ouais. mais oui, beaucoup, mais Mmh. pareil dans l'hypnose, pareil pour pas mal de choses, qui peuvent faire beaucoup de mal et qui font beaucoup de mal, à la fois au métier, puis à la fois aux gens surtout. Ouais, ouais. Le métier de coach, c'est un métier, il y a une formation pour ça demande beaucoup de formation en continu et j'invite les gens à voir le film Gourou aussi avec Pierre Niney qui moi je suis allé le voir et je fais partie de ceux qui critiquent justement, dans le personnage de Pierre Niney, dans le Mmh. film, voilà. Mais je dirai pas la fin, mais en tout cas, j'invite à le voir, c'est très intéressant. Ouais, je l'ai pas encore vu, mais moi, j'ai l'intention d'aller le voir. Il y a et puis aussi, il faut savoir qu'on est dans une société où, les gens veulent que les problèmes se règlent et se règlent vite. Et tu vois, il y a un truc que Coluche alors tu vois, moi, je suis de l'époque de Coluche. Bon, j'ai 45 ans, hein, mais j'ai grandi J'ai pas avec loin, j'ai Coluche. Alors, 43 donc il disait pour que ça se vende pas, il faudrait que les gens achètent pas. Et en fait, il parlait à l'époque des produits, enfin de la publicité et cetera. Et parce qu'on oui, on critique, on peut critiquer effectivement des produits, des services, des personnages comme ça. Mais le problème, c'est que si ça fonctionne aussi bien pour eux, c'est parce qu'en fait,
ce qu'ils disent, ça résonne totalement chez des gens qui croient vraiment qu'il y a des remèdes ou des formules miracles pour se voilà, je sais pas, pour trouver des problèmes pour trouver des solutions à des problèmes qui durent depuis 25 ans, parce qu'il y a vraiment des gens, voilà, qui croient qu'en 3 jours, on peut régler, 30 ans de problématiques, qu'elles soient, famille d'origine familiale, enfin peu importe, Bien sûr, ouais. psychologique ou quoi, enfin mais je vois moi je suis vraiment enfin j'observe ça de loin et je me rends compte que, tant qu'on ne prendra pas tant que les gens ne prendront pas la mesure, de la responsabilité qui leur incombe, de voilà et puis du fait que, bah, il y a des choses, il y a tout un processus sans forcer il y a tout un processus qui est pas forcément thérapeutique, mais il y a tout un processus de j'allais dire de se retrouver soi, qui demande du temps, qui demande d'y accorder du temps, de l'énergie, de la patience et ben, tant qu'on n'aura pas réendossé chacun cette responsabilité-là, ben, s'il y a quelqu'un qui veut te vendre un truc, qui te fait une promesse, sur 3 jours à 3 000 €, ben, il y aura toujours des gens pour acheter, tu vois? Et on peut pas C'est blâmer triste. et on peut pas blâmer les gens qui achètent ces programmes-là parce que certains sont dans une telle détresse par rapport à des problématiques, comme tu le dis, qui les pèsent dessus depuis des années que finalement, bah, oui, quand ils sont sur Insta ou n'importe où et qu'ils voient une publicité Bien avec sûr. une promesse complètement spectaculaire et incroyable, bien sûr qu'ils y vont. Donc moi je suis pas enfin, je suis assez direct. Vraiment les gens qui font ça, je trouve ça scandaleux et j'ai hâte que vraiment l'État puisse vraiment, voilà, cadrer beaucoup réguler et cadrer beaucoup plus ce métier. Et je te rejoins complètement, le coaching comme beaucoup d'autres approches, c'est un travail. Un travail pour la personne. Elle effectivement, alors pour ceux qui connaissent pas très bien le métier, j'explique rapidement, mais bien il y a des séances où on échange beaucoup, mais la grosse différence, il y en a plein bien sûr avec une psychothérapie, c'est que nous l'essence même du coaching, c'est de mettre en mouvement la personne, pour vraiment ancrer ce qu'on a, on va dire ressorti des séances. Donc entre chaque séance, j'invite, le ou la cliente à faire des actions, réaliser des actions. Alors bien sûr, toujours dans le rythme de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir en me disant, bah: «J'ai peur de parler en public», je vais pas lui faire: «Bah, vous commencez devant 20 personnes». Non, c'est pas ça du tout. Bien sûr. Il y a beaucoup d'échanges, il faut y aller vraiment, marche par marche. Ça aussi, c'est très important. On peut pas bien sûr que quand quelqu'un vient nous voir, il est là, il voudra arriver au résultat qui est là. On imagine un escalier. À chaque fois, ce que j'explique, je fais: «C'est normal et encore une fois légitime de vouloir Mmh. résoudre sa problématique le plus vite possible. Mais ce n'est pas possible. Le coaching, ce n'est pas magique et aucune approche n'est magique. La psychothérapie n'est pas magique, la psychiatrie n'est pas magique, rien n'est magique». Il y a des approches qui sont très intéressantes, avec beaucoup d'efficacité, mais forcément, ça demande un travail, Mmh. à la fois, hem cité, de courage et là aussi d'endurance, c'est-à-dire que, en gros, un coaching, en moyenne, c'est entre 8 et 12 séances. Au début, on se voit une fois toutes les semaines, tous les 10 jours, après on espace un peu plus, mais en gros, en 3 4 mois, on peut avoir déjà des premiers effets très efficaces et très parlants pour la personne et en fin de coaching, on travaille l'autonomie, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait plus besoin des séances pour, Ouais. justement avoir j'aime bien cette image de moteur, Mmh. le moteur tourne tout seul. Elle a appris à voilà, à faire les choses comme il faut pour s'écouter et pour faire, on va dire les bons choix par rapport à ses envies et ses besoins. Mais j'insiste, oui, le coaching comme d'autres choses, donc c'est un travail. Quand on s'engage dans un coaching, on s'engage donc bien sûr pour, bah, pour être accompagné, ça c'est normal. Moi, je m'engage à accompagner la personne de A à Z et encore une fois, il y a pas de Z, ça va beaucoup plus loin, il y a pas de fin. Si la personne a besoin de temps en temps de la nouvelles, mais la personne doit s'engager effectivement à faire les exercices, à s'investir et à vraiment vouloir le changement et ça, je pense que tu le sais et tu le sens aussi. Il y a des personnes qui vraiment ont envie de se débarrasser d'une problématique parce qu'elles avancent pas, parce qu'elles s'épanouissent pas, elles n'arrivent pas à s'émanciper et ça, on bien sûr, c'est totalement respectable. Mais parfois, c'est pas le bon timing, c'est-à-dire qu'il y a peut-être Mmh. un début de lucidité mais il y Ouais. a mais c'est pas le timing parce que, je sais pas, parce que c'est pas, elles ont pas les forces, vives en Les présence, ressources, ouais. des ressources pour Mmh. le Mmh. moment, mais en tout cas, c'est un premier pas. Voilà. Donc il y a plein de paramètres en jeu. Ça, en tant que professionnel comme toi et moi, on le sent quand une personne vient nous voir. Et donc voilà, il y a des responsabilités sur les 2. Mais j'insiste et tu l'as dit,
Le coaching n'est pas magique, c'est un travail et en revanche, c'est vrai que ça donne, des résultats incroyables quand tous ces paramètres-là sont réunis. Mmh. Ouais, super. J'écoutais attentivement ce que tu disais par rapport à ce que nos parents disaient de nous et là, je vais faire une petite bascule parce que c'est vraiment le cœur de mon émission. C'est, ta conception de l'abondance. Qu'est-ce que tes parents te disaient, toi, concernant, l'abondance ou le rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu Alors entendais? ouais, c'est très intéressant, puisque pour expliquer un peu aux personnes qui regardent cette vidéo, hem, j'ai rien préparé, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on discute et les questions et réponses sont naturelles. Et sur l'abondance, ça fait partie de ces pour moi, hein, ça fait partie de ces concepts, qui, il y a pas si longtemps que ça, m'étaient un peu étrangers. C'est-à-dire, je sais pas trop comment la définir, sachant que c'était assez, je trouve, galvaudé. On en parle un peu, tu vois, un peu beaucoup. Mmh. Donc je sais j'avais pas trop le et puis finalement, ton invitation à cette vidéo m'a fait réfléchir et l'abondance, la première image que j'ai de l'abondance, c'est, une chute d'eau. C'est-à-dire ce côté quasi ininterrompu, fluide, et très nourrissant, avec une puissance. L'eau est puissante, le flux est puissant, tu vois? Ça vient nourrir beaucoup de choses avec un élément, naturel qui est l'eau. Donc j'avais vraiment cette première image et pour répondre à ta question, par rapport à mes parents, j'ai pas l'impression d'avoir eu un discours, soit négatif, soit positif. Heu, Si on va dans les exemples concrets, j'ai pas des parents qui m'ont dit, «Les riches, c'est pas bien, ils ont trop d'argent», Mmh. voilà et ni le contraire. Donc hem, heu, en revanche, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, j'apprends que, il y a pas longtemps, j'apprends que l'argent est une énergie. Je faisais partie de ceux qui considéraient l'argent comme, juste comme, des billets ou des pièces et je voyais pas, voilà et en fait, il y a différentes problématiques dans ma vie qui sont, pour certaines, liées un peu au rapport que j'ai avec l'argent et je le dis honnêtement, j'avais un rapport assez épineux avec l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est intéressant, en faisant un travail, notamment, énergétique, bah, je comprends que j'avais ce rapport épineux m'empêchait finalement de, bah, peut-être gagner ma vie avec l'activité que j'avais. Peut-être que j'avais un plafond, Plein. voilà, que j'arrivais pas à Mmh. dépasser et j'apprends que, bah, ça a peut-être un rapport justement avec, la vision que j'avais de l'argent, que, peut-être qu'effectivement mes parents avaient, voilà, un discours là-dessus. Donc à titre personnel, j'ai pas l'impression, le seul truc que je retienne, c'est qu'on m'a vraiment, ceux du côté de mon père, appris que alors à l'époque, c'était un franc égale un franc, donc la valeur de Ouais. l'argent et ça, j'en suis très fier, tu vois? Mais peut-être que c'est trop, parce qu'aujourd'hui, effectivement, jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais encore une fois un rapport du mal à dépenser, à laisser partir l'argent et on m'a appris qu'effectivement, bah, laisse partir, laisse le flux, laisse la chute d'eau, Mmh. laisse l'eau, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Ouais, l'abondance, ouais. c'est peut-être ça pour moi, cette définition, c'est de l'énergie, c'est du va-et-vient, c'est laisser vivre cette énergie, voilà et c'est très difficile quand Ouais. Pourquoi c'est difficile? c'est très difficile quand justement tu pars de loin, à la fois dans la conception de ce que peut être l'énergie argent et tout ça et puis le fait que je ne très, très loin de baigner dans l'abondance financière aujourd'hui, mais bah, du coup f et avec les contraintes financières, donc du coup, tu es à cran, tu vois? Tu es à cran et les gens qui nous écoutent pourraient dire: «Mais c'est facile, de dire ça, bah, c'est pas parce que je vais dépenser que forcément ça va revenir». Bien sûr que c'est un peu plus compliqué que ça, mais n'empêche que le premier pas de considérer l'argent comme une énergie, c'est-à-dire de pas vouloir le retenir à tout prix, de pas vouloir dépenser trop, de pas vouloir se faire plaisir, de garder comme ça, tu vois, vraiment le côté crispé, bah, Mmh. le côté crispé, bah, c'est une énergie, c'est quelque chose, c'est une posture qui fait que, bah, finalement, ça s'inscrit quelque part et ça peut créer ce plafond. Ça peut créer ce rapport, ouais, épineux, j'aime bien ce mot-là, épineux, tendu avec l'argent et depuis que j'ai un peu, intégré tout ça, je laisse plus facilement et c'est vrai que, voilà, ça vient, ça va
et je suis beaucoup moins crispé sur ce sujet-là. Ça me fait beaucoup de bien. Au-delà de peut-être la vérité de, oui, je vais avoir beaucoup d'argent si je dépense, Ouais, voilà. ouais. C'est pas ça finalement. Ma vérité, c'est plus déjà, moi ça me détend, je profite plus de la vie Mmh. et j'arrête de me créer des maux de tête ou des tensions, musculaires et corporelles parce qu'effectivement j'ai dépensé un peu plus que prévu en vacances. Voilà. Ouais, Mais d'accord. mais ça, je trouve que bah, c'est toi l'experte là-dessus, donc tu me diras, mais j'ai l'impression comme d'autres concepts de ce genre-là, qu'il y a pas forcément une définition précise, mais plus comment ça résonne chez chaque personne par rapport à justement à voilà, à sa vie, à ses parents, tout ça. Ouais, moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était comment toi, quelle est ta vision, ta conception? Comment tu vis l'abondance, en fait? Parce que il y a autant de manières de vivre l'abondance qu'il y a, je crois, de personnes dans ce monde, tu vois? Bien sûr, À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient alors, moi j'accompagne des personnes, alors j'accompagne pas les gens pour ça pour les aider à avoir plus d'argent, c'est pas ce que je fais. Moi, je les aide à comprendre qu'est-ce qui vient bloquer leur relation à l'abondance et à l'argent. Je dissocie les 2, même si c'est corrélé. Pour moi, l'abondance, c'est le fait d'obtenir ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin, pour faire ce que tu as besoin de faire. Hem et l'argent, c'est une des manifestations, en tout cas une des possibilités d'abondance ici sur terre, qui en plus, c'est une énergie, mais qui est très corrélée à notre état émotionnel et l'argent est un miroir et un amplificateur de notre état émotionnel. D'autant que nous vivons dans un monde donc qui utilise l'argent, mais les variations, boursières, par exemple, sont très, enfin, calqué sur les variations émotionnelles mondiales. Donc tu vois, il y a l'argent, chacun en fait, il met la couleur qu'il veut y mettre et c'est ça qui est intéressant parce que moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit: «Bah, je comprends pas en fait, je galère au niveau financier», j'arrive pas à tu vois, je prends un exemple, c'est que qui est totalement, voilà, bateau, mais j'arrive pas à m'acheter ce que je veux m'acheter. Je suis toujours en train de courir après quelque chose et en fait, quand on creuse, tu vois, c'est parce que on nous a il y a une conception de la richesse, enfin de la prospérité, de la richesse ou de l'abondance qui est très focalisée sur l'argent. Or, l'abondance, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas que l'argent et surtout, en fait, on a la on à un moment donné, on se met à désirer des choses qui ne nous qui ne nous conviennent même pas, qui ne nous correspondent même pas. À quoi ça servirait? Bon, ça peut arriver, hein, tu peux pas t'acheter la voiture que tu veux, mais peut-être parce que tu as pas besoin de cette voiture-là, peut-être que tu as besoin d'autre chose. Je prends c'est un exemple, peut-être que tu as pas besoin d'une voiture parce qu'en fait, tu adores faire du vélo, donc achète-toi un super vélo, ça te coûtera moins cher et accepte que tu as juste envie de faire un tu vois l'idée? bien Le sûr. le, moi et surtout, en fait, l'angle là, c'est vraiment de tu vois, toi, Yvan, dans ton parcours, tout ce que tu es, qu'est-ce est-ce que dans ta vie, quand je parle d'abondance, est-ce que tu as pu obtenir ce qui te tenait vraiment à cœur, tu vois? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est une question ça. Oui, oui, hem, je pense qu'effectivement, je te rejoins sur beaucoup de trucs et tu as mis en avant quelque chose qui est important, c'est, déjà l'abondance, je trouve pour être lié à soi-même et du coup, un peu à sa définition d'abondance, ça revient un peu aux couches parce que la personne qui veut une voiture, là, une fameuse voiture, effectivement, elle a le droit, tout à fait de vouloir une Bien voiture de sûr. luxe, bref. Mais on va interroger finalement ce besoin. Il se base sur quelle strate de son identité? Est-ce que c'est parce qu'il a grandi, je sais pas, dans une famille où justement on mettait le luxe en avant? Est-ce que c'est parce que, Mmh. son entourage, social, ses amis ou autres, ils mettent ça en avant? Mais du coup, est-ce que vraiment ça lui appartient? Est-ce que vraiment c'est son envie? Et c'est pas à nous de juger. Enfin, Bien encore une sûr. fois, on aide la personne à prendre ses meilleures décisions. Hem mais en ce qui me concerne effectivement, j'ai eu des moments de ce que j'appelle de grande évidence dans ma vie et pas beaucoup, je crois que ça se compte sur, allez, peut-être une ou 2 mains. Hem et finalement, moi, peut-être que je me trompe, hein, mais ma définition de l'abondance, elle est vraiment dans ce côté, je crois que c'est le mot, c'est fluidité. C'est vraiment Mmh. ce côté, ouais, je suis là où je devais être, pour mon bien-être.
à moi. Il n'est pas du tout le même que les autres. Mais pour moi, Yvan, tu vois, je prends un exemple. Je travaillais enfin avant je vivais à Paris, j'étais je sais plus, je devais avoir, 25-26 ans et j'accepte un CDD dans une boîte qui, est pour ceux qui connaissent, bref, en région parisienne. C'était, la fenêtre vue sur les rails. Je me rappelle très bien, c'était l'automne, il faisait gris, il pleuvait. Et bon, j'étais content les premiers mois, c'était un boulot de rédac et puis, bah, les boss sont très contents de moi, ils me proposent un CDI et vraiment, je me rappelle très bien de ce jour-là, donc ils me disent ça à oral, donc c'est gratifiant, c'est cool et puis j'ai cette fenêtre, il fait moche, il fait gris, il pleut et je vois ces rails, en bref, tout ce qui te c'est pas dingue quoi, tu vois? Et je rentre et je dis: «Bah, je vous réponds demain», parce que je sais pas, il y a un petit doute en moi. Et ça les a surpris parce qu'eux se disaient: «Bah, c'est une super opportunité, CDI, on te fait signer un CDI, franchement, c'est génial». À l'époque, c'était vraiment, un peu le Graal. Encore plus aujourd'hui d'ailleurs, j'imagine, mais et donc je dis: «Bah, je vous réponds demain» et je rentre chez moi et j'ai cette évidence qui est alors c'est pas la réponse, mais que je sais pas, il faut que je m'échappe Mmh. et je vais sur internet, mais vraiment c'était complètement imprévu. Je vais sur internet et je tape, «partir à l'étranger, faire quelque chose, une asso, un truc», tu vois? Aider. Je passe, je crois, 2 ou 3 heures dessus, à scroller les pages Google des résultats, construire des écoles en Afrique, machin, tout ça. Sauf que je me rends compte que même à l'époque, les assos demandent des professionnels, tu vois? Genre, tu peux pas, faut être Mmh. maçon pour voilà et j'étais assez étonné. Et puis, au bout de 2 heures et demie, je me dis: «Bon, bah, laisse tomber, j'ai rien trouvé qui me parle, je vais prendre ce CDI». En plus, mes parents derrière, c'était: «Mais oui, c'est bien, c'est solide, le marché du travail est compliqué, c'est très bien». Et puis, je sais pas, je me dis: «Allez, dernière page Google, de recherche. Dernière page Google, tac, 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 dernier lien» et là, il y avait une phrase qui disait: «Est-ce que vous êtes prêts à partir 6 mois en pleine jungle thaïlandaise?» Ça a fait boum, ça a fait tilt, j'ai cliqué, j'ai vu que c'était une association qui invitait effectivement à développer une sorte de maison, de cabane de maison en pleine jungle thaïlandaise, très, très loin des villes. Et sans, c'était sans confort occidental. Donc pas de télé, pas d'électricité, machin Mmh. et fluidité, abondance, appelle ça comme tu veux. Je clique dessus, j'envoie un mail à l'asso, je regarde, un peu comment les conditions et tout, je regarde les billets d'avion. J'arrive le lendemain au travail et j'ouvre mon ordi, j'ouvre mes mails et paf, l'asso m'a répondu en disant: «Bah, on serait ravis de t'accueillir, de septembre», on était je crois on était en mai, je sais plus et pour la période de 6 mois, bref. Une, une excitation, une joie comme rarement j'en ai eu, mais parce que ça fait partie de ces moments évidents que tu as fait ce qu'il fallait faire, tu vois? C'est ta vérité, c'est ton truc, c'est ton chemin, c'est là où il faut aller et en même temps, je sais plus, enfin, j'ai eu ça, oui, la confirmation, je regarde les billets d'avion, bon, ça allait et j'avais rendez-vous avec mes boss et je leur dis: «Bah, non, en fait, je vais pas prendre le CDI» et j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur une boss qui avait voyagé dans sa vie aussi et qui avait dit: «Bah, je te comprends, c'est ton âge, enfin, vas-y», donc très cool et donc je pars, ça a été l'une des expériences les plus merveilleuses de ma vie et voilà, donc cette fluidité, cette évidence, bah, pour moi, c'est ça, c'est ce côté fluide, ce côté, chute d'eau, ce torrent, c'est tu grande énergie, il y a rien qui est entre les 2. Il y a pas de gros cailloux, il y a pas de petits barrages, c'est fluide. Ouais. Parce que c'est ça pour moi la définition de l'abondance. Je te dis, il y en a eu 5-6 comme ça dans ma vie, de gros trucs évidents, incroyables, la naissance de mon fils, enfin de vouloir un enfant, c'était aussi une évidence, ça m'a parlé aux tripes. Voilà et c'est tellement confortable. Quand tu as pas à te poser des questions de: «Est-ce que si? Est-ce que je?» c'est tellement confortable. Bien sûr, c'est pas si facile que ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Pourquoi j'ai eu cette, lucidité, cette évidence? Mais, Mais m'en c'était ton chemin. ah ouais, c'est le chemin, c'est ouais, c'est jouissif, c'est jouissif. Voilà. Oh, ouais, c'est une belle, je trouve que c'est une très belle image de voilà, de cette cascade, de ce flot, en fait et je pense que enfin, je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire que la vie te dit: «Mais rentre dans le flot, rassure-toi, je t'amène moi quelque part». Ça veut pas dire que parfois tu seras pas un peu chahuté, Mmh, hein, bien sûr. mais rentre dans le flot, et je t'emmène quelque part et je te il y avait une image, enfin une vidéo à un moment donné que j'avais vue, je sais plus où c'était, quelqu'un qui sautait dans un torrent parce que sa vie en dépendait, enfin dans une cascade, puis quelque chose, je sais plus trop et en fait et à un moment donc
ça enfin voilà, c'était la machine à laver, enfin il y avait des torrents, déchaînés et tout et malgré tout, arrivé à un moment donné, en fait, l'eau l'a déposé tranquillement sur la berge et je retiens cette, quand tu me parles de cette image-là, ça me rappelait ce que j'avais vu et je me suis dit: «Waouh!» En fait, quand bien même, tu vis le tumulte, la vie te ramène toujours, toujours là où tu dois être, en fait. Enfin là où tu enfin je sais pas si là où tu dois être, mais en tout cas, elle te ramène toujours quelque part. Oui. Non, non, mais complètement et puis, parce que je le précise, tu as raison, même si dans mon cas, la décision de partir en Thaïlande était, évidente, en Thaïlande, il s'est passé des choses qui m'ont Je me correspondent, voilà, qui doute. correspondent effectivement à ce tumulte. C'est-à-dire, waouh, j'ai appris des choses sur moi, j'ai dû me séparer de choses très lourdes, et en fait, ça a été une expérience pour moi existentielle. Donc Mmh. effectivement, la vie, ça dépend des croyances, mais oui, la vie est bien faite dans le sens où si tu t'écoutes, si tu te laisses emporter par un peu ce qui te présente à toi, de manière un peu naturelle ou parfois surprenante, ça te mène quelque part, souvent qui est bien pour toi. Mais parce que ça, c'est aussi une part de moi que je veux, considérer. Moi, je serais quelqu'un qui écouterait cette vidéo, je dirais: «Ouais, mais les gars, c'est facile de dire ça. Moi, j'ai des contraintes, je peux pas. J'habite à Paris, j'ai envie de déménager dans le Larzac, mais je peux pas, il y a pas de travail, machin, c'est Mmh. pas si facile que ça». Mais oui, effectivement, c'est pas si facile que ça. Pour moi, le premier travail à faire, c'est déjà, et je pense qu'on en revient à là, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est essayer de travailler sur ces fameuses couches. Parce que peut-être qu'on vit sur une couche extrêmement superficielle qui fait qu'on voit les choses de cette manière De et que façon partielle. Mmh. ouais, et que si on enlève deux trois couches, peut-être qu'on va faire ce truc-là et qu'on va voir sa vie différemment. Et que voir différemment, déjà, ça permet de voir la problématique ou la situation différemment et d'avoir des réponses différentes. Voilà, donc là aussi, c'est pas aussi magique que ça de dire: «Suis la vie, suis les trucs, c'est facile». Non, ça demande du travail, ça Ouais, demande, beaucoup de lucidité et de transparence avec soi-même, d'authenticité. Mais oui, le torrent de la vie, effectivement, il y a t'amène souvent quelque part et quand ça arrive, ça fait du bien. Voilà. ouais. Merci parce que je pense que ce que tu viens de dire, c'est une clé en fait que je pense que tu remets à ceux enfin, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. J'ai trouvé cet échange, extrêmement, intéressant Moi aussi. et je pensais pas que tu avais fait tout ça, que tu avais vécu tout ça. Mais si, j'ai pas fini! Il faudrait une deuxième heure. Bah, à l'occasion si tu veux dans À un autre l'occasion. épisode. C'est ouais, si je reviens un petit peu sur ce que je retiens de cette interview, de cet entretien, de cet échange, c'est pour moi, hein, ce que je garde, c'est vraiment l'idée que, une transition, elle peut s'avérer nécessaire dans notre vie, mais ou quand bien même on a envie de bouger, de faire ce pas, hem, il y a des étapes. Donc il y a des étapes dans cette transition et comme tu disais, c'est un marathon en fait. C'est ça demande ça demande de l'endurance, ça demande parfois de prendre des chemins ou enfin, peut-être pas forcément prendre des chemins inattendus, mais de faire des choses, qu'on pensait ne pas forcément devoir faire et malgré tout, en fait, ça nous ramène enfin, en tout cas, toi, ça t'a ramené là où tu es actuellement. Hem, est-ce que est-ce que tu dirais que tu est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer ou alors est-ce que pour toi, tout est OK, tu ne changerais rien? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, Écoute, je je cette question, je me suis posée il y a très longtemps. On parle du concept de regret ou truc comme ça, mais de faire les choses autrement, mais finalement, je réponds assez vite après, avoir longuement réfléchi en disant: «Je regrette rien», même si, effectivement, j'ai des moments très désagréables, inconfortables dans ma vie, très durs, mais je regrette rien parce que si à l'époque j'ai fait certains choix ou pris certaines décisions, c'est qu'à cette époque-là, des arguments, en tout cas, des choses qui allaient dans le sens de cette décision. Bien sûr qu'aujourd'hui, du haut de mes 43 ans, je pourrais dire aux gamins de 20 ans que j'étais: «Bah, fais pas ça, c'est idiot, non, fais autre chose». Mais je regrette rien parce que aujourd'hui, je suis le résultat de tout ce qui m'est arrivé avant, de tout ce que j'ai pris comme décision et bien sûr que je suis très, 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 très loin d'être, comment on va dire, enfin pas très je suis loin encore d'être arrivé là où je voudrais arriver.
mais j'ai encore du travail à faire, j'ai encore des choses à soulever, à travailler. Mais non, je regrette rien parce que je trouve que sinon, on peut vite tomber dans un cercle vicieux de regrets et puis de flagellation. J'aurais dû faire ça, ça, tu vois? Et je trouve que ouais, c'est pas très, pas très sain. Ouais, d'accord. Surtout que le passé, on peut pas vraiment le changer, en fait. On peut pas le changer, on peut non, effectivement, voilà, on peut pas le changer. Alors on peut modifier un M peu le lien qu'on a mais avec le passé, mais oui, on ouais, peut pas mais on peut le regarder différemment. on peut le regarder différemment, exactement. Merci Yvan pour ce moment. Merci beaucoup à toi, Muriel, de cette invitation, c'était un vrai plaisir. Merci et si on veut te retrouver, tu te trouves à Bordeaux, c'est ça? Je me trouve à Bordeaux, je reçois en présentiel à Bordeaux, mais je fais aussi bien sûr des coachings en visio. 50 de mes clients qui sont en visio, ça ne change strictement rien la visio, autant j'ai les mêmes résultats. Heu, donc pour ceux qui veulent me Tout contacter, sera j'imagine. voilà, tout sera en description. Super. Voilà. Merci beaucoup et Merci très Muriel. belle journée à tous. Au revoir Yvan.